La pluie tombait drue cet après-midi d'octobre à Clermont-Ferrand, en Auvergne. L'asphalte mouillé reflétait les nuages lourds qui couvraient le ciel comme une couverture grise. La voiture noire importée glissait lentement dans la rue principale, ses pneus chuchotant sur le sol détrempé. À l'intérieur, Julien Dubois ajustait le nœud de sa cravate italienne, tout en regardant par la fenêtre avec un sourire discret aux lèvres. Cela faisait presque 3 ans qu'il n'était pas venu, 3 années entières, sans poser le pied sur cette terre qu'il avait vue grandir, sans sentir l'odeur du café frais qui s'échappait des fenêtres des maisons modestes, sans entendre l'accent du terroir qui vivait encore dans un coin caché de sa mémoire. Si vous aimez les histoires émouvantes, abonnez-vous à notre chaîne et commentez depuis quel endroit vous nous regardez. Le chauffeur ralentit en passant devant la boulangerie du coin. Julien reconnut la façade délavée. La même peinture jaune qui était là quand il avait 10 ans et volait des croissants chauds sortis du four. Il sourit pour lui-même, sentant son cœur s'accélérer. Il était nerveux, il devait l'admettre. Nerveux et excité à la fois. Il avait planifié cette visite surprise depuis des semaines. Il voulait voir le visage de sa mère quand elle ouvrirait la porte et le trouverait là, debout, les bras ouverts. Il voulait serrer son père dans ses bras et sentir l'odeur du savon de Marseille qui collait toujours à ses vêtements. Il prit le dernier virage et le monde entier sembla s'arrêter. Là, sur le trottoir, devant ce qui aurait dû être la maison de ses parents, 2 silhouettes recroquevillées tremblaient sous une bâche trouée. L'eau coulait de partout, formant des flaques autour d'eux. Julien cligna des yeux 2 fois, sans croire ce qu'il voyait. Ce devait être une erreur. Ça ne pouvait pas être eux. Pas là, pas de cette façon. Mais c'était eux. La voiture était encore en mouvement quand il ouvrit la portière et sauta dehors. Ses vêtements chers furent trempés en quelques secondes, mais il ne le remarqua même pas. Il courut sur le trottoir, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Papa, maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» La femme leva lentement le visage. Ses cheveux blancs étaient collés à son front ridé, ses yeux cernés et rouges d'avoir tant pleuré. C'était Madame Élise, sa mère. À côté d'elle, courbé comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules, se tenait Monsieur Antoine. Ses mains tremblaient tellement qu'il parvenait à peine à tenir la bâche qui tentait de protéger sa femme de l'orage. « Julien, mon fils », la voix de Madame Élise sortit faible, presque un murmure. « Tu es revenu ?»« Bien sûr que je suis revenu, maman. »« Mais qu'est-ce que vous faites ici sous cette pluie? Où est la maison? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur ?» Monsieur Antoine baissa la tête, évitant le regard de son fils. La honte pesait sur chaque muscle de son visage fatigué. Madame Élise essaya de parler, mais sa voix se brisa et seul un sanglot étranglé sortit. « On n'habite plus ici, mon fils. » Les mots du père sortirent avec difficulté, chargés d'une tristesse si profonde que Julien eut l'impression qu'on lui arrachait le sol sous les pieds. « Comment ça? Vous n'habitez plus ici. Cette maison est à vous. J'ai acheté cette maison. Je l'ai payée, comptant. Il y a un acte de propriété, tout est enregistré. Ils ont dit qu'elle n'était plus à nous, mon fils. » Madame Élise parvint enfin à parler, les larmes se mélangeant à la pluie qui coulait sur son visage. « On nous a mis à la porte. Un huissier est venu avec des papiers. Il a dit que la maison avait été vendue, qu'on devait partir. Il ne nous a même pas laissé le temps de prendre nos affaires correctement. » Julien regarda la maison derrière eux. Les fenêtres étaient barricadées avec de vieilles planches. Le portail verrouillé avec un cadenas neuf et brillant. Une petite pancarte était clouée sur la porte. Propriété privée, défense d'entrée. Il sentit ses jambes flageoler. Cela n'avait aucun sens. Comment une maison qu'il avait achetée avec son propre argent, mise au nom de ses parents, pouvait-elle avoir été vendue? C'était impossible. Ce devait être une erreur, une arnaque. Depuis combien de temps êtes-vous ici dehors? 3 jours, répondit Monsieur Antoine, la voix brisée. On a essayé de dormir chez Madame Dumont, mais elle aussi a des difficultés. Alors on est restés ici, dans la rue, à attendre que quelqu'un vienne nous aider. 3 jours. Ses parents avaient passé 3 jours dans la rue, sous la pluie, pendant qu'il était à Paris à des réunions importantes, des dîners d'affaires, des soirées de cadres. Il sentit son estomac se nouer. La culpabilité le frappa comme un coup de poing dans la poitrine, lui coupant le souffle. « On s'en va d'ici tout de suite », dit-il en enlevant sa veste de costume pour la mettre sur les épaules tremblantes de sa mère. « Vous allez monter dans la voiture. Chauffeur, mettez le chauffage, vite. » Il les aida tous les deux à se relever. Leur corps était raidi, meurtri d'être restés si longtemps dans cette position inconfortable. Madame Élise pouvait à peine marcher. Julien la soutint par la taille
sentant à quel point elle avait maigri. Ses os étaient visibles à travers ses vêtements mouillés. Dans la voiture, le silence était pesant. Monsieur Antoine regardait ses propres mains. Madame Élise pleurait doucement. Julien sortit son téléphone de sa poche, les mains tremblant de rage. Il composa le numéro de son avocat. « Maître Marchand, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose d'urgent. La maison que j'ai achetée pour mes parents à Clermont-Ferrand a été vendue. »« Oui, vendue. Je n'ai rien autorisé. Je veux savoir qui a fait ça. Comment ils l'ont fait et pourquoi diable mes parents ont été expulsés. Je veux la réponse avant demain matin. Peu importe si c'est samedi. Peu importe si vous avez d'autres engagements. C'est la priorité absolue. » Il raccrocha et regarda par la fenêtre. La pluie continuait de tomber, mais maintenant c'était comme si elle tombait aussi à l'intérieur de lui. Une pluie froide de culpabilité, de regret, de questions sans réponse. Comment avait-il laissé les choses en arriver là? Quand avait-il arrêté d'appeler ses parents tous les dimanches? Quand avait-il vraiment discuté avec eux pour la dernière fois, au lieu de simplement envoyer un message rapide sur WhatsApp? « Où voulez-vous aller ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. Madame Élise regarda son mari, incertaine. « Nous ne savons pas, mon fils. Nous n'avons plus nulle part où aller. Alors vous restez avec moi. Je vais louer une chambre d'hôtel ici près. Nous allons nous changer, manger quelque chose de chaud et demain, je m'occupe de tout ça. » L'hôtel le plus proche était à 15 minutes de là. Julien demanda la meilleure chambre disponible, avec 2 grands lits et une baignoire. Il aida ses parents à entrer, fit couler une douche chaude et attendit dehors pendant qu'ils se lavaient. Il demanda des vêtements propres à la réception, de la nourriture chaude, du thé, des couvertures supplémentaires. Quand il les vit enfin sortir de la salle de bain, propres et secs, il sentit son cœur se serrer à nouveau. Il semblait si fragile, si petit dans ces peignoirs blancs de l'hôtel. Combien d'années s'étaient écoulées sans qu'il les regarde vraiment, sans qu'il remarque comment le temps avait marqué ces visages qu'il aimait tant. « Asseyez-vous, on va manger quelque chose. » Madame Élise s'assit sur le bord du lit, les mains tremblant encore légèrement. Elle accepta la tasse de thé que Julien lui offrait et but lentement, comme si chaque gorgée lui redonnait un peu de vie. Monsieur Antoine mangea en silence, les yeux fixés sur son assiette. Julien savait que son père avait honte, qu'il se sentait comme un poids, un problème. Et cela faisait plus mal que tout. « Papa, maman, j'ai besoin que vous me racontiez tout, depuis le début. Quand est-ce que c'est arrivé? Qui est venu ici? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ?» Madame Élise prit une profonde inspiration, ajusta son peignoir et commença à parler. Sa voix était plus ferme maintenant, mais portait toujours ce ton de tristesse qui semblait sans fin. « C'était il y a une semaine, commença-t-elle. On était à la maison. C'était tôt le matin, ton père venait de prendre son café. On a frappé fort à la porte, tu sais, de cette façon qui ne demande pas la permission, qui exige d'entrer. Quand j'ai ouvert, il y avait un homme en costume avec des papiers à la main et 2 agents de sécurité derrière lui. Il a dit qu'il était huissier de justice, qu'il avait un ordre d'expulsion, que la maison avait été vendue et qu'on avait 48 heures pour partir. Julien serra les poings. « Mais la maison est à votre nom. J'ai apporté les documents moi-même, nous avons tout signé chez le notaire. Comment est-ce possible ?» Monsieur Antoine leva enfin les yeux. « Nous non plus, on n'a rien compris, mon fils. Mais l'homme a montré les papiers. Il y avait le sceau du notaire, il y avait une signature, il y avait tout. Il a dit qu'on pouvait prendre un avocat si on voulait, mais qu'on devrait quand même partir. La nouvelle propriétaire devait arriver à la fin de la semaine. » Nouvelle propriétaire? Julien sentit le sang lui monter à la tête. Qui est cette personne? Ses parents se regardèrent avec une expression que Julien ne put déchiffrer. Il y avait quelque chose là, une information qu'il retenait, mais il ne savait pas quoi. « Maman » insista-t-il. « Qui a acheté la maison ?» Madame Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'un mot ne puisse sortir, le téléphone de Julien sonna. C'était Maître Marchand, l'avocat. Julien répondit au téléphone, le cœur battant, et sortit de la chambre pour ne pas inquiéter davantage ses parents. « Maître Marchand, vous avez trouvé quelque chose. » De l'autre côté de la ligne, l'avocat prit une grande inspiration avant de parler. « Julien, vous allez avoir besoin de vous asseoir pour entendre ça. La situation est plus compliquée que nous l'imaginions. » « Compliquée comment ?»« Parlez, Maître Marchand. La maison a été vendue légalement. Il y a une procuration authentifiée. Tout est en règle chez le notaire. Le problème, c'est qui a fait la vente. Qui ça? C'est Carla. Ta femme a vendu la maison de tes parents. » Le monde s'arrêta. Pendant un instant,
Julien crut qu'il avait mal entendu, que la ligne avait un problème, que ces mots ne pouvaient pas être réels. Carla, sa femme, la femme qui dormait à ses côtés toutes les nuits, qu'il embrassait le matin avant qu'il ne parte au travail, qui lui disait « Je t'aime » tous les jours. Cette Carla-là avait vendu la maison de ses parents? C'est impossible. Carla n'a pas de procuration pour la maison. Je ne lui ai jamais donné ça. Mais tu lui as donné une procuration pour l'entreprise, tu te souviens? Il y a 2 ans, quand tu as dû voyager à Shanghai et que tu l'as laissé s'occuper de tout ici. Cette procuration lui donnait des pouvoirs très étendus, y compris la gestion du patrimoine familial. Techniquement, elle avait l'autorisation de faire cette transaction. Julien s'adossa au mur, sentant ses jambes flageoler. Il se souvenait parfaitement de ce jour. C'était précipité, urgent. Il devait conclure une affaire importante à Shanghai et n'avait pas le temps de s'occuper de toute la paperasse. Carla s'était proposée pour l'aider, avait dit qu'elle s'occuperait de tout, qu'il pouvait lui faire confiance. Et il lui avait fait confiance. Il avait signé les papiers sans même les lire attentivement, parce qu'il était en retard, parce qu'il faisait confiance à sa femme, parce qu'il pensait qu'elle ne ferait jamais rien contre lui. Comment l'a-t-elle vendu? À qui? À une société d'investissement immobilier. La somme a été déposée sur un compte joint que vous avez tous les deux. Elle a probablement déjà déplacé l'argent d'ailleurs. Combien? 50 000 €. Bien en dessous de la valeur réelle du bien. Julien sentit la colère monter comme de la lave brûlante dans sa gorge. 100 000 € pour une maison qui en valait au moins 250 000. Elle l'avait pratiquement donnée. Et pire, elle avait mis ses parents à la rue pour faire ça. Il y a autre chose, Julien. L'entreprise qui a acheté la maison est une société écran. J'ai enquêté sur les associés, et l'un d'eux a un lien avec Carla. C'est le frère d'une de ses amies, un type qui a déjà été impliqué dans d'autres transactions suspectes. Le sang de Julien se glaça. Ce n'était donc pas seulement une vente, c'était un montage. Carla avait tout manigancé, avait utilisé sa confiance, avait créé une situation pour récupérer de l'argent et en plus, avait expulsé ses parents de chez eux. Pourquoi? Quel était le motif? Avaient-ils tant besoin d'argent? L'entreprise se portait bien. Ils avaient des économies. Cela n'avait aucun sens. Maître Marchand, je veux que vous prépariez tout pour annuler cette vente. Je veux un procès, une enquête, je veux tout. Et pendant que ça se résout, je vais m'occuper de mes parents. Ils ne passeront pas un jour de plus dans la rue. Comptez sur moi, Julien. Je suis déjà dessus. Mais vous devez confronter Carla au plus vite. Elle doit savoir que vous avez découvert. Il raccrocha et resta immobile dans le couloir de l'hôtel, essayant de digérer tout cela. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas remarqué que quelque chose n'allait pas? Il pensa à tous les signes qu'il avait dû ignorer. Les fois où Carla insistait pour qu'il ne rende pas visite à ses parents, disant qu'ils allaient en bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Les appels qu'elle prenait quand Madame Élise essayait de lui parler, toujours avec la même excuse, qu'il était occupé. Les commentaires subtils sur le fait que ses parents étaient démodés, qu'ils vivaient dans un monde différent, qu'il ne comprenait pas leur style de vie. Il retourna dans la chambre, essayant de contrôler l'expression de son visage pour ne pas alarmer ses parents. Madame Élise et Monsieur Antoine étaient assis côte à côte sur le lit, main dans la main, regardant leur fils avec ce mélange d'espoir et de peur dans les yeux. « J'ai découvert qui a vendu la maison », dit-il en s'asseyant sur la chaise en face d'eux. « C'est Carla, ma femme. » Le silence qui tomba dans la pièce était dense, lourd. Madame Élise porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. Monsieur Antoine secoua simplement la tête lentement, comme si cette information ne faisait que confirmer quelque chose qu'il savait déjà. « On s'en doutait, mon fils. » La voix du père sortit basse, fatiguée. « Elle ne nous a jamais vraiment aimés, n'est-ce pas? Chaque fois que tu l'amenais ici, ça se voyait dans son regard. Un regard de quelqu'un qui était mal à l'aise, qui voulait partir au plus vite. » Julien sentit sa gorge se serrer. C'était vrai, il avait vu ce malaise tant de fois, mais il trouvait toujours une excuse, justifiait toujours en disant que Carla n'était pas habituée à la simplicité de la province, qu'elle s'adapterait avec le temps. Mais elle ne s'était jamais adaptée. Elle n'avait jamais voulu s'adapter. « Mais je ne comprends pas le motif, maman. Pourquoi ferait-elle ça? On n'a pas besoin d'argent. L'entreprise va bien, nous avons des économies. Ça n'a pas de sens. » Madame Élise serra la main de son mari. « Mon fils, tu sais qu'on ne s'est jamais mêlé de ta vie. On a toujours respecté tes choix, tes décisions. Mais il y a quelque chose qu'on n'a jamais eu le courage de te dire. » Quoi? Carla avait déjà essayé de vendre la maison. Il y a environ 6 mois. Elle est venue ici avec un agent immobilier.
a dit que tu lui avais demandé de faire estimer le bien, que vous pensiez investir l'argent dans autre chose. On a trouvé ça étrange, on t'a appelé. Mais c'est toujours elle qui répondait au téléphone. Elle disait que tu étais en réunion, que tu nous expliquerais plus tard. Et tu ne rappelais jamais. Julien se passa les mains sur le visage, sentant le poids de la culpabilité lui écraser la poitrine. Combien de fois ses parents avaient-ils essayé de lui parler, sans qu'il y prête attention? Combien de fois avait-il cru aveuglément la parole de Carla, sans même prendre la peine de vérifier si c'était vrai? Pourquoi n'avez-vous pas insisté? Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté autrement? Parce que tu semblais si heureux, mon fils, si épanoui. On ne voulait pas être un poids dans ta vie. On ne voulait pas entraver ton succès. On pensait que si tu ne rappelais pas, c'est que tu étais vraiment occupé, que tu avais des choses plus importantes à régler. Vous êtes la chose la plus importante. Vous l'avez toujours été. C'est moi qui ai été un idiot, qui ai laissé le travail, l'argent, le succès me monter à la tête. C'est moi qui ai oublié d'où je venais, qui ai oublié qui m'a élevé, qui m'a tout appris. Monsieur Antoine releva la tête, les yeux humides. On n'a jamais cessé de croire en toi, Julien. Pas une seule seconde. Même quand les jours devenaient difficiles, quand on a été expulsé, quand on est resté dans la rue sous la pluie, on continuait à se dire l'un à l'autre que tu reviendrais, que tu arrangerais tout, que notre fils n'avait pas vraiment changé, qu'il s'était juste un peu perdu en chemin. Les mots de son père furent comme un coup de poignard dans le cœur. Julien se leva de sa chaise et les serra tous les deux dans ses bras, sentant enfin les larmes couler sur son visage. Il pleura là, serré contre ses parents, comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Il pleura pour la distance qu'il avait mise entre eux, pour les appels non retournés, les visites reportées, la confiance mal placée, pour tout ce qu'il avait perdu en courant après des choses qui, au final, ne valaient rien. « Je vais arranger tout ça », promit-il, la voix brisée. « Je vais récupérer votre maison, je vais poursuivre Carla, je vais tout faire comme il faut cette fois, et je vais passer plus de temps avec vous. Je vais redevenir le fils que vous avez élevé. » Madame Élise caressa le visage de son fils, essuyant ses larmes avec la manche du peignoir. « On ne veut que toi, mon fils, juste toi. Une maison, on peut en reconstruire une autre. Des meubles, on peut en racheter. Mais un fils, c'est unique. Ne laisse pas cette femme te détruire, toi aussi. Je ne la laisserai pas faire, maman, je te le promets. » Ils restèrent enlacés encore quelques minutes, en silence, savourant simplement la présence l'un de l'autre. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le ciel commençait à s'éclaircir, laissant entrevoir quelques morceaux de bleu entre les nuages. C'était comme si même la nature convenait que le pire était passé, qu'il était maintenant temps de recommencer. Julien attendit le lendemain matin pour appeler Carla. Il avait besoin de temps pour organiser ses pensées, pour contrôler la rage qui bouillonnait en lui. Il avait laissé ses parents se reposer à l'hôtel, avec le petit déjeuner servi en chambre, des vêtements neufs qu'il avait fait acheter et la promesse que tout serait bientôt réglé. Il était maintenant sur le balcon, regardant la ville qui s'éveillait lentement, le téléphone serré dans sa main. Quand il composa enfin le numéro, son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Carla répondit à la troisième sonnerie, la voix encore endormie, paresseuse. « Julien, mon amour, où es-tu? Tu es parti si tôt que tu ne m'as même pas embrassé. Tu me manques. » Sa voix était douce, caressante, comme elle l'était toujours. Cette voix qu'il avait conquis des années auparavant, qui le faisait se sentir spécial, important. Mais maintenant, elle sonnait faux, vide. Comment avait-il mis si longtemps à s'en rendre compte? « Je suis à Clermont-Ferrand, Carla, dans la ville de mes parents. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Brève, presque imperceptible, mais Julien la remarqua. Il perçut le changement dans sa respiration, la tension qui surgit dans le silence. « Ah, quelle surprise! Tu ne m'avais pas dit que tu partais en voyage. Tout va bien là-bas? » « Non, Carla, tout ne va pas bien. J'ai trouvé mes parents dormant dans la rue, sous la pluie. Peux-tu m'expliquer comment c'est arrivé ?» Un autre silence. Plus long cette fois, plus lourd. Julien pouvait presque l'entendre réfléchir, essayant de décider si elle devait continuer à feindre ou s'il était temps d'avouer. « Julien, je peux tout expliquer, mais pas par téléphone. Reviens à Paris, on discutera calmement. Tu comprendras que j'ai fait tout ça pour notre bien. » Notre bien? Tu as vendu la maison de mes parents, Carla. Tu as mis 2 personnes âgées à la rue. Comment cela peut-il être pour notre bien? Sa voix changea, devint plus défensive, plus acérée. Tu n'as jamais compris, Julien. Cette maison devenait un fardeau. Tes parents appelèrent tout le temps. Toujours besoin de quelque chose, toujours avec un problème.
Ça freinait notre croissance, nos opportunités. Quelles opportunités, Carla? De quoi parles-tu? L'entreprise d'investissement qui a acheté la maison est à moi, Julien. À nous. C'est une façon de multiplier l'argent, de grandir encore plus. J'essayais de te protéger, de te libérer de ce fardeau. Fardeau? Tu traites mes parents de fardeau? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais admets-le, Julien, tu laissais passer tellement d'opportunités à cause d'eux. Combien de voyages d'affaires as-tu annulés parce que ta mère était malade? Combien de réunions importantes as-tu manqué parce que ton père avait besoin d'aide pour quelque chose? J'essayais de te libérer de tout ça. Julien sentit une vague de nausée lui monter à la gorge. Ce n'était pas une libération, c'était de la cruauté pure. C'était de l'égoïsme déguisé en sollicitude, en préoccupation. Comment avait-il pu épouser une personne si froide, si calculatrice? Tu es sérieuse là? Tu penses vraiment que je devrais te remercier d'avoir expulsé mes parents de chez eux? Julien, tu fais du drame. Ils n'ont pas été expulsés, ils ont été relogés. Je leur ai même offert de l'aide pour trouver un autre endroit, mais ils ont refusé. Ils se sont entêtés, voulant rester dans cette vieille maison pleine de problèmes. Tu as offert de l'aide? Alors pourquoi dormaient-ils dans la rue? Parce qu'ils sont fiers, Julien, surtout ton père. Il n'a pas voulu accepter mon argent. Il a dit qu'il préférait mourir dans la rue plutôt que de recevoir ma charité. Et ta mère, eh bien, elle m'a toujours regardé de travers, comme si je n'étais pas assez bien pour toi. C'est faux. Mes parents t'ont toujours bien traité. C'est toi qui n'as jamais voulu t'approcher d'eux, qui les a toujours considérés comme inférieurs. Inférieurs. Quel mot fort. Je pense juste qu'ils sont d'un autre temps, d'un autre monde. Un monde qui ne correspond pas à notre succès, à notre style de vie. Julien serra le téléphone si fort que ses doigts devinrent blancs. Style de vie. C'était toujours ça avec Carla. Les apparences, le statut, impressionner les bonnes personnes. Quand avait-il laissé cela devenir plus important que sa propre famille? Où est l'argent, Carla? Il est investi, placé dans des fonds à haut rendement. Dans 1 an, il aura doublé, tu verras. Tu me remercieras d'avoir pris cette décision. Je ne veux pas qu'il double. Je le veux en retour. Et je veux la maison en retour aussi. Mon avocat s'occupe déjà de tout. Tu as utilisé la procuration de manière illégale, Carla. Ça porte un nom, ça s'appelle un abus de confiance. Sa voix devint glaciale. Tu me menaces? Mon propre mari me menace de procès. Ce n'est pas une menace, c'est une conséquence. Tu as commis un délit et tu vas devoir en répondre. Julien, ne fais pas ça. Pense à notre image, à ce que les gens vont dire. Pense à l'entreprise. Un scandale pareil pourrait détruire tout ce que nous avons construit. Nous, il n'y a pas de nous là-dedans, Carla. C'est moi qui ai construit l'entreprise. Avec mon travail, avec mes efforts. Tu n'étais là que pour surfer sur la vague du succès. C'est la gratitude que je reçois, après tout ce que j'ai fait pour toi, après avoir organisé ta vie, soigné ton image, t'avoir présenté aux bonnes personnes. Tu n'as rien fait de tout ça pour moi. Tu l'as fait pour toi-même, pour pouvoir te pavaner au bras d'un entrepreneur à succès, pour fréquenter les bons endroits, pour être vu avec les bonnes personnes. Je n'étais qu'un échelon sur ton échelle sociale. De l'autre côté de la ligne, Carla se mit à rire. Un rire sec, sans humour. Tu commences enfin à comprendre comment le monde fonctionne, Julien. L'amour pur n'existe pas. Les relations désintéressées non plus. Tout le monde veut quelque chose de quelqu'un. Je voulais le statut. Tu voulais une femme belle et intelligente pour impressionner les investisseurs. C'était un échange équitable. Pas pour moi. Je t'aimais vraiment, Carla. Je te faisais confiance. Alors tu étais naïf. Et tu l'es toujours, apparemment. Tu crois vraiment que tu peux me poursuivre? Tu crois qu'un juge va croire que toi, un entrepreneur à succès, tu ne savais pas que ta femme faisait des mouvements financiers. Tu as signé la procuration, Julien. Tu m'as donné le pouvoir. Tout ce que j'ai fait était légal. Mais c'était immoral. Et je vais le prouver. Bonne chance avec ça. Pendant que tu perds ton temps là-bas avec tes parents, je m'occupe déjà de protéger nos actifs. Ou plutôt mes actifs. Parce que quand ce procès commencera, quand tu essaieras de m'accuser publiquement, je riposterai. Je raconterai tout à la presse. Je dirai que tu avais une liaison, que tu étais violent avec moi, que je craignais pour ma sécurité. On verra bien qui ils croiront. Tu ne ferais pas ça. Ne me teste pas, Julien. Tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Et sur ce, elle raccrocha. Julien resta là, immobile, le téléphone toujours à la main, essayant de digérer cette conversation. Ce n'était pas la femme qu'il avait épousée. Ou peut-être que c'était exactement elle, et qu'il n'avait jamais vraiment fait attention. Il avait été si facile de se laisser emporter par son charme, sa beauté, son intelligence.
Si facile de croire qu'elle l'aimait vraiment, qu'elle était à ses côtés par amour et non par convenance. Il retourna dans la chambre où ses parents dormaient encore. Madame Élise était réveillée, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la rue. Elle se tourna quand elle entendit la porte s'ouvrir. « Tu lui as parlé ?» Julien hocha la tête, s'asseyant sur le lit. « J'ai parlé. » Et c'était pire que ce que j'imaginais. Elle n'a aucun regret, maman. Aucun remords. Elle pense qu'elle a fait ce qu'il fallait. Madame Élise soupira, se levant pour s'asseoir à côté de son fils. « Mon garçon, il y a des gens dans ce monde qui naissent avec le cœur tordu. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la méchanceté intentionnelle. C'est juste qu'ils ne peuvent pas ressentir comme nous. Pour eux, tout est une affaire. Tout est un calcul. Ils ne comprennent pas l'amour. Ils ne comprennent pas la famille. Et quand on s'implique avec une personne comme ça, on souffre. J'aurais dû t'écouter. Ce jour-là, avant le mariage, quand tu es venu me parler pour essayer de me mettre en garde, je n'ai pas voulu écouter. Parce que tu étais amoureux. Et la passion nous rend aveugles à certains signes. Mais maintenant tu vois clair et c'est ça qui compte. Les jours suivants furent un mélange d'action et d'émotion. Julien décida de rester à Clermont-Ferrand pendant qu'il réglait la situation légale de la maison. Il loua un petit appartement près du centre-ville, un endroit simple mais confortable où lui et ses parents pourraient rester ensemble pendant que tout se résolvait. C'était étrange au début, de revenir à cette routine tranquille après des années à vivre dans l'agitation de Paris. Se réveiller sans le bruit de la circulation, prendre son café en regardant les montagnes, entendre le chant des oiseaux par la fenêtre. Mais c'était bon. Pour la première fois depuis des années, Julien se sentait vraiment chez lui. Madame Élise se levait tôt chaque jour et préparait le café comme autrefois, avec des croissants faits maison et un gâteau au yaourt. Monsieur Antoine s'asseyait sur le balcon pour lire le journal, commentant les nouvelles avec cette manière calme et sage dont Julien avait oublié combien elle était agréable à entendre. Le soir, ils dînaient tous les trois ensemble, parlant du passé, des bons souvenirs, des plans pour l'avenir. Ce fut lors d'un de ces dîners que Madame Élise demanda enfin ce qui lui brûlait les lèvres depuis l'arrivée de Julien. « Et maintenant, mon fils, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas retourner à Paris? Tu vas continuer avec l'entreprise. » Julien mâcha lentement, réfléchissant à la réponse. La vérité, c'est qu'il ne savait pas. Tout ce qu'il avait construit à Paris était entaché maintenant, contaminé par les mensonges de Carla, par les mauvais choix qu'il avait faits. Y retourner signifiait retourner dans ce monde d'apparence, de réunions vides, de gens qui ne se souciaient que d'argent et de statut. Était-ce cela qu'il voulait pour le reste de sa vie? Je ne sais pas, maman. Parfois, je pense que j'ai tout construit de travers depuis le début. J'ai couru après des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Je me suis éloigné des gens qui m'aiment vraiment. Pourquoi? Pour avoir une voiture chère. Pour vivre dans un appartement de luxe? Pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de moi? Monsieur Antoine posa sa main sur l'épaule de son fils. Tu n'as pas tout construit de travers, mon garçon. Tu as juste perdu ton chemin en cours de route. Mais maintenant, tu l'as retrouvé. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde. Mais l'entreprise, il y a des employés qui dépendent de moi, des contrats signés, des engagements. Je ne peux pas tout abandonner comme ça. Tu n'as pas besoin d'abandonner, répondit Madame Élise, mais tu as besoin de repenser. Tu dois décider ce qui est vraiment important pour toi. Parce que le succès sans bonheur, ce n'est pas le succès, mon fils. C'est juste une belle prison. Julien s'endormit en pensant à ces mots. Et le lendemain, en se réveillant, il avait pris une décision. Il appela Maître Marchand, l'avocat, et lui demanda de convoquer une réunion extraordinaire à l'entreprise. Il allait faire quelques changements et il devait se produire rapidement. 3 jours plus tard, il était de retour à Paris. Mais cette fois, il n'était pas seul. Madame Élise et Monsieur Antoine avaient voyagé avec lui, curieux de découvrir le monde où leur fils avait vécu toutes ces années. Julien les emmena d'abord à l'appartement. Vit l'étonnement dans leurs yeux lorsqu'ils entrèrent dans le hall d'entrée en marbre, lorsqu'ils montèrent dans l'ascenseur avec miroir et musique d'ambiance, lorsqu'ils entrèrent enfin dans l'immense espace avec vue sur toute la ville. « Ouah, mon fils !» murmura Madame Élise en regardant par la fenêtre. « Tu vis dans les nuages. » « Je vivais, maman, mais je crois que j'en ai assez d'être si loin du sol. » À l'entreprise, la réunion fut tendue dès le début. Carla était là, assise au bout de la table dans un tailleur impeccable et avec l'expression froide de quelqu'un qui n'avait pas le moindre regret. Les autres associés se regardaient, confus, sans comprendre ce qui se passait.
Julien avait demandé une confidentialité absolue sur le motif de la réunion. « Bonjour à tous », commença Julien, debout au bout de la table. « Je sais que j'ai convoqué cette réunion à la dernière minute et je vous remercie tous pour votre présence. Ce que j'ai à dire est important et va changer l'orientation de l'entreprise à partir de maintenant. » Carla croisa les bras, haussant un sourcil. « Est-ce vraiment nécessaire, Julien? Ne pouvions-nous pas régler ça en privé? » « Non, Carla, cela doit être dit ici, devant tout le monde, parce que cela implique la confiance qu'ils ont placée en moi, et je ne peux pas les laisser être trompés comme je l'ai été. » Un murmure parcourut la salle. Julien prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ces derniers jours, j'ai découvert que ma femme, qui est aussi associée minoritaire de cette entreprise, a commis une fraude en utilisant une procuration que je lui avais donnée il y a 2 ans. Elle a vendu illégalement la maison de mes parents, a mis 2 personnes âgées à la rue et a détourné l'argent vers une société fantôme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Carla qui resta impassible, comme si ces accusations ne l'affectaient en rien. « C'est ridicule, dit-elle, la voix trop calme. » Julien traverse un moment difficile, il est émotionnellement secoué. Ces accusations sont le fruit d'un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, Carla. J'ai des preuves, des documents, des relevés bancaires, des témoignages, et j'ai déjà engagé des poursuites pénales contre toi. La police voudra te parler bientôt. Le masque de froideur de Carla se fissura enfin. Ses yeux lancèrent des éclairs de rage. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Julien. Tu détruis tout ce que nous avons construit à cause de 2 vieillards qui ne font que te ralentir. Fais attention à ce que tu dis. » La voix de Julien sortit basse, dangereuse. « Tu parles de mes parents, des gens qui m'ont élevé, qui m'ont tout appris sur l'honnêteté et le caractère. 2 choses que tu n'as manifestement jamais apprises. » L'un des associés, Robert, un homme de 50 ans qui avait investi dans l'entreprise depuis le début, leva la main. « Julien, qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise? Sommes-nous impliqués là-dedans? » « Non, Robert, c'est une affaire personnelle entre moi et Carla. Mais comme elle est associée, même minoritaire, nous devons prendre des décisions. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Je veux racheter sa part de l'entreprise. Je la veux complètement hors des affaires. » Carla frappa la main sur la table. « Tu ne peux pas m'expulser. Je suis une associée légitime. J'ai des droits. » « Tu en avais, la corrigea Maître Marchand, qui était assis à côté de Julien. « Mais lorsque vous avez utilisé des ressources indirectement liées à l'entreprise pour commettre une fraude, vous avez violé le pacte d'actionnaires. Il existe une clause spécifique sur la conduite éthique. Julien a tout à fait le droit de demander votre départ. » Carla regarda les autres associés, cherchant du soutien. Mais tous détournèrent le regard. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait commis un tel acte, même contre sa propre famille. La réputation était en jeu, et dans le monde des affaires, la réputation était tout. « Vous allez le croire, » attenta-t-elle une dernière fois. « Vous allez jeter des années de mon travail à la poubelle à cause d'une accusation sans fondement. »« Elle n'est pas sans fondement, » dit Robert avec fermeté. « Et honnêtement, Carla, j'ai toujours pensé que tu étais trop ambitieuse. Maintenant, je vois que ce n'était pas seulement de l'ambition, c'était un manque de caractère. » Carla se leva brusquement, prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers Julien. « Tu vas le regretter. Tu vas voir ce que c'est que d'essayer de me détruire. Je ne suis pas faible comme tes parents. Je n'accepterai pas d'être humilié comme ça. Personne ne t'humilie. Carla, tu ne fais que récolter les conséquences de tes propres choix. » Elle sortit en claquant la porte. Julien se rassit sur sa chaise, sentant le poids de plusieurs années s'envoler de ses épaules. Il regarda ses associés, qui étaient toujours en silence, digérant tout cela. « Je sais que c'est beaucoup à absorber, dit-il, et je sais que cela met l'entreprise dans une situation délicate. Mais je ne pouvais pas continuer à prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais pas continuer à travailler aux côtés de quelqu'un capable de faire ce qu'elle a fait. J'espère que vous comprenez. » Robert fut le premier à parler. « On comprend, Julien, et on est avec toi. On l'a toujours été. Tu es le cœur de cette entreprise. Sans toi, rien de tout cela n'existerait. » Les autres acquiescèrent, hochant la tête. Julien sentit un immense soulagement l'envahir. Il n'était pas seul. Il avait des gens qui lui faisaient confiance, qui croyaient en lui. Et cette fois, il n'allait décevoir personne. Ce soir-là, après avoir tout réglé à l'entreprise, Julien emmena ses parents dîner dans un restaurant simple, près du quartier où il avait grandi à Paris. Il ne voulait aller dans aucun endroit chic, aucun de ces restaurants de cuisine moléculaire que Carla adorait.
Il voulait de la vraie nourriture, faite avec cœur, servie dans des assiettes blanches simples. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette réunion explosive. Carla avait signé les papiers de vente de sa part dans l'entreprise, mais elle faisait toujours face à des poursuites pénales pour abus de confiance. Julien avait réussi à faire annuler la vente de la maison de ses parents par la justice, prouvant que la procuration avait été utilisée de manière illégale et malveillante. La société Écran qui avait acheté le bien fut contrainte de restituer la propriété, et l'argent fut récupéré. Mais récupérer la maison n'était que la moitié de la victoire. Le véritable défi était de récupérer le temps perdu, de renouer avec ses parents d'une manière vraie, profonde. Et Julien s'y consacrait tous les jours. Il avait pris une décision qui surprit tout le monde. Au lieu de continuer à vivre à Paris et de faire des visites occasionnelles à Clermont-Ferrand, il décida de vivre aux 2 endroits. Il passait 3 semaines à Paris pour s'occuper de l'entreprise et 1 semaine à Clermont-Ferrand avec ses parents. C'était fatigant, oui. Il devait se lever tôt, prendre la route, gérer les allers-retours constants. Mais chaque kilomètre en valait la peine. Dans la maison de Clermont-Ferrand, qui était maintenant de retour au nom de Madame Élise et Monsieur Antoine, Julien avait fait une rénovation complète. Pas une de ces rénovations ostentatoires que Carla aimait, pleine de marbre importé et de lustres coûteux. C'était une rénovation simple, mais faite avec cœur. Il peignit les murs de couleurs claires et joyeuses, changea le toit qui avait des infiltrations, rénova la salle de bain pour la rendre plus accessible à ses parents qui prenaient de l'âge, planta des fleurs dans le jardin. Et le plus important, il avait transformé sa chambre d'enfant en bureau. Il installa un bon bureau, une connexion Internet à haut débit, tout ce dont il avait besoin pour travailler à distance. Ainsi, lorsqu'il était à Clermont-Ferrand, il n'avait pas besoin d'être déconnecté du travail. Il pouvait s'occuper de l'entreprise et de ses parents en même temps. Ce fut lors d'une de ces semaines à Clermont-Ferrand que quelque chose se produisit. Julien était dans le jardin aidant son père à réparer la clôture quand Madame Dumont, la voisine, apparut à la fenêtre. « Julien, mon fils, tu as 1 minute ?»« Bien sûr, Madame Dumont. »« Qu'y a-t-il ? C'est que je voulais te demander quelque chose. Je suis un peu gêné, tu sais, mais tu es la seule personne que je connaisse qui s'y connaisse dans ce domaine. » Julien s'essuya les mains sur un chiffon et s'approcha de la clôture. « De quoi avez-vous besoin ? C'est que mon fils Jean, celui qui vit à Lyon, a une idée d'entreprise. Il veut monter une boulangerie artisanale, tu sais, mais il n'a pas d'argent pour commencer, et les banques ne veulent pas lui prêter parce qu'il n'a pas de garantie. Je me disais que peut-être tu pourrais jeter un œil à son projet, voir si ça tient la route. Je ne te demande pas d'argent, non. Juste un conseil. » Julien sourit. « Dites-lui de venir demain. Je peux y jeter un œil avec plaisir. » Le lendemain, Jean se présenta avec un carnet plein de notes et une lueur dans les yeux que Julien reconnut immédiatement. C'était la même lueur qu'il avait eue des années auparavant, quand il démarrait sa propre entreprise, quand tout n'était encore que rêve et possibilités. Ils parlèrent pendant des heures. Julien posa des questions, fit des suggestions, aida à affiner le plan d'affaires. Et à la fin, il offrit quelque chose qui le surprit lui-même. « Et si j'investissais dans ton projet, pas comme propriétaire, mais comme investisseur providentiel. Tu gardes l'entreprise, le contrôle, mais je mets l'argent de départ et je t'aide avec du conseil. » Jean resta sans voix pendant quelques secondes. « Tu ferais ça pour moi? Mais tu me connais à peine. Je connais ta mère, et je reconnais cette lueur dans tes yeux. C'est la lueur de quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il fait. C'est cette lueur qui m'a amené là où je suis. Je veux aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves aussi. C'est ainsi que tout commença. » Jean ouvrit sa boulangerie 3 mois plus tard, et ce fut un succès. Les gens venaient d'autres villes juste pour goûter ses pains artisanaux. Et quand d'autres habitants de Clermont-Ferrand et des villes voisines apprirent que Julien investissait dans de petites entreprises, ils commencèrent à le contacter avec leurs propres idées. Il y eut Marianne, qui voulait ouvrir une école de soutien scolaire pour les enfants défavorisés. Il y eut Paul qui rêvait de monter un garage spécialisé dans les voitures anciennes. Il y eut Béatrice, qui voulait créer une coopérative de couturières pour vendre des vêtements faits main sur Internet. Julien investit dans chacun d'eux, non pas par charité, mais parce qu'il voyait du potentiel, de la sincérité, des gens qui voulaient vraiment construire quelque chose. Et c'était curieux. Plus il investissait dans ces petites entreprises, plus il se sentait heureux. Ce n'était pas le même bonheur artificiel qu'il ressentait lorsqu'il signait un gros contrat à Paris, quand il voyait les chiffres de l'entreprise grimper, quand il achetait une autre voiture de luxe. C'était un bonheur réel,
authentique. Le bonheur de voir des gens réaliser leurs rêves, de participer à la construction de quelque chose de plus grand que lui. Madame Élise remarquait le changement chez son fils. Elle voyait comme il souriait davantage, comme il dormait mieux, comme il était redevenu ce garçon joyeux et rêveur qu'elle avait élevé. Un soir, alors qu'il prenait le café sur la terrasse après le dîner, elle verbalisa enfin ce qu'elle pensait. « Tu es différent, mon fils. Plus léger. Comme si tu t'étais libéré d'un poids. Je suis différent, maman. Je crois que j'ai, enfin, compris ce que tu essayais de m'apprendre quand j'étais enfant, papa. Tu te souviens quand j'avais honte de dire que tu étais maçon ?» Monsieur Antoine sourit, secouant la tête. « Je m'en souviens. Tu es rentré à la maison tout penaud. Tu m'as dit que la valeur d'un homme ne réside pas dans l'argent qu'il possède, mais dans le cœur qu'il porte. Il m'a fallu des années pour le comprendre vraiment. J'ai passé tellement de temps à courir après l'argent, le statut, l'approbation des autres, que j'ai oublié de prendre soin de mon propre cœur. Mais maintenant, je sais. Maintenant, je comprends. » Madame Élise prit la main de son fils. « Et qu'est-ce que ton cœur te dit maintenant? Qu'il veut faire les choses différemment à partir de maintenant. Je veux utiliser ce que j'ai accompli pour aider d'autres personnes à accomplir leurs propres rêves. Je veux être un investisseur qui se soucie des gens, pas seulement des chiffres. Je veux faire des affaires qui ont un sens. Cela porte un nom, mon fils. Ça s'appelle un héritage. » C'est ce mot qui résonna dans la tête de Julien les semaines suivantes. Héritage. Que voulait-il laisser au monde? Un tas d'argent? Des entreprises géantes? Ou voulait-il laisser quelque chose de plus significatif? Des vies transformées, des rêves réalisés, des opportunités créées. La réponse vint naturellement. Il créa un fonds d'investissement spécifique pour les petits entrepreneurs de la région Auvergne. Il l'appela le Fonds Racine, en hommage à ses parents, à ses origines, à tout ce qu'il avait oublié et qu'il était en train de retrouver. L'objectif était simple, investir dans des personnes qui avaient de bonnes idées, mais n'avaient pas accès au capital, offrir non seulement de l'argent, mais aussi du mentorat, des connaissances, un réseau de contacts. La nouvelle se répandit rapidement. Les journaux locaux firent des reportages sur l'entrepreneur à succès qui était revenu en province pour investir dans la communauté. Des émissions de télévision l'invitèrent pour raconter son histoire. Mais Julien refusait presque toutes les invitations. Il ne voulait pas les projecteurs. Il ne voulait pas être vu comme un héros. Il voulait juste faire son travail, aider les gens, construire quelque chose qui avait du sens. Ce fut lors d'une de ses visites à l'une des entreprises dans lesquelles il avait investi que quelque chose d'inattendu se produisit. Il était à la boulangerie de Jean, goûtant les nouveaux pains qu'il avait développés, quand une femme entra dans l'établissement. Elle était belle, d'une manière simple et naturelle, avec de longs cheveux attachés en queue de cheval et un sourire qui illuminait tout son visage. « Bonjour », salua-t-elle. « Je viens chercher ma commande. » Jean alla chercher une grande caisse pleine de pain. « C'est Nina, l'institutrice », expliqua-t-il à Julien. « Elle achète du pain tous les jours pour l'emmener à l'école où elle travaille. Les enfants adorent. » Julien lui tendit la main. « Julien Dubois, enchanté. Nina Ferreira, enchanté. Vous êtes l'investisseur dont tout le monde parle, n'est-ce pas? L'homme qui est en train de changer la région. » Julien rit, un peu gêné. « Je ne sais pas si je change quoi que ce soit. J'essaie juste d'aider. Aider, c'est déjà changé, croyez-moi. La communauté est différente depuis que vous êtes revenu. Les gens se remettent à rêver, à croire qu'il est possible de se construire une belle vie ici, sans avoir besoin de partir. » Ils discutèrent quelques minutes de l'école, des défis de l'éducation en milieu rural, des rêves que Nina avait pour améliorer l'enseignement. Julien fut impressionné par sa passion, par la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait des enfants. C'était authentique, c'était réel. Il n'y avait rien de faux, rien de calculé. C'était juste une bonne personne qui essayait de faire de son mieux. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Julien avait trouvé ses parents sous la pluie. 6 mois qui avaient complètement changé le cours de sa vie. L'entreprise à Paris continuait de bien fonctionner, mais maintenant avec une structure différente. Julien avait engagé un directeur général de confiance pour s'occuper des opérations quotidiennes, lui libérant du temps pour se consacrer à ce qui comptait vraiment, sa famille et ses projets porteurs de sens. Le Fonds de Racine avait déjà investi dans 15 petites entreprises de la région. Chacune d'entre elles prospérait, créait des emplois, dynamisait l'économie locale. Mais ce dont Julien était le plus fier, ce n'étaient pas les chiffres, c'étaient les histoires.
Marianne, qui avait ouvert l'école de soutien, avait déjà aidé plus de 50 enfants à améliorer leurs notes et à retrouver confiance en eux. Paul, du garage, était devenu une référence dans la restauration de voitures anciennes, attirant des clients de tout le département. Béatrice et ses couturières vendaient dans toute la France via Internet. Et il y avait Nina, l'institutrice qu'il avait rencontrée à la boulangerie de Jean. Ils étaient devenus amis, puis un peu plus qu'amis. C'était différent de ce qu'il avait vécu avec Carla. Il n'y avait pas de jeu, pas de masque, pas d'intérêt caché. C'était simple, c'était léger, c'était réel. Nina le faisait rire des petites choses, lui apprenait à apprécier le son de la pluie, l'odeur du café frais, le silence confortable d'être simplement ensemble. Madame Élise adorait Nina. Elle voyait dans sa manière de prendre soin de son fils la même délicatesse et authenticité qu'elle avait toujours rêvé pour Julien. Monsieur Antoine disait que Nina avait sa propre lumière, ce genre de lumière qui n'a pas besoin de projecteur pour briller. Ce fut un dimanche après-midi que survint la révélation que personne n'attendait. La famille était réunie dans le salon de la maison de Clermont-Ferrand. Julien, ses parents, Nina et quelques voisins qui faisaient désormais partie de leur routine. Ils fêtaient l'anniversaire de Madame Élise, avec du gâteau au yaourt, du café frais et ce joyeux désordre de gens qui rient et parlent en même temps. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Julien alla ouvrir et resta paralysé en voyant qui était de l'autre côté. C'était Carla. Elle était différente. Plus mince, avec des cernes profonds, sans le maquillage impeccable et les vêtements de marque qu'elle portait toujours. Elle portait un simple jean et un chemisier blanc, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Et pour la première fois depuis que Julien la connaissait, elle avait des larmes aux yeux. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici », commença-t-elle, la voix tremblante. « Je sais qu'après tout ce que j'ai fait, tu as toutes les raisons de me fermer la porte au nez. Mais je devais venir. Je devais te dire personnellement à quel point je suis désolé. » Julien resta silencieux, assimilant sa présence ici. Derrière lui, Madame Élise et Monsieur Antoine se levèrent, prêts à défendre leur fils si nécessaire. Nina posa sa main sur l'épaule de Julien, un geste de soutien silencieux. Carla déglutit difficilement avant de continuer. « Ces derniers mois ont été les pires de ma vie. J'ai tout perdu. L'entreprise, la réputation, les amis, tout ce que je croyais important. Et tu sais ce qui a été le pire? C'est de réaliser que tout cela n'a jamais vraiment compté. Je vivais un mensonge, une vie vide où la seule chose qui me motivait était la cupidité et la vanité. Et dans le processus, j'ai blessé les seules personnes qui m'ont traité avec une réelle bonté. » Elle regarda Madame Élise et Monsieur Antoine. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais j'avais besoin que vous sachiez que je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Chaque jour, je me réveille en me souvenant que j'ai mis 2 personnes âgées à la rue, que j'ai été capable d'une telle cruauté, et ça me détruit de l'intérieur. » Monsieur Antoine fit un pas en avant. « Pourquoi as-tu fait ça, ma fille? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter tant de méchanceté? Vous n'avez rien fait. C'était moi. Ma cupidité, mon ambition malsaine. Je pensais que Julien perdait du temps et des ressources avec vous, qu'il laissait passer des opportunités. Mais la vérité, c'est que j'étais jalouse. Jalouse de l'amour que vous avez, de la famille que vous avez construite, du bonheur authentique qui existe entre vous. Je n'ai jamais eu ça. Mes parents ont toujours été distants, froids. J'ai grandi en pensant que l'affection était une faiblesse, que l'amour n'était qu'un outil de manipulation. Et quand j'ai vu Julien s'éloigner de vous, je l'ai encouragé. Je pensais que s'il était seul, s'il ne m'avait que moi, il serait plus facile à contrôler. Le salon était plongé dans un silence absolu. Même les enfants qui jouaient dans le jardin semblaient s'être arrêtés pour écouter cette confession. Et puis, continua Carla, quand j'ai réalisé que même distant, il vous aimait toujours profondément. Quand j'ai vu que vous étiez toujours la vraie priorité dans son cœur, j'ai voulu détruire ça. Il ne s'agissait pas de l'argent de la maison. Il s'agissait de lui enlever ce que je n'avais jamais pu avoir. C'était de la pure méchanceté. Et je vais devoir vivre avec ça pour toujours. » Madame Élise s'approcha lentement. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Carla écarquilla les yeux, surprise. « Comment le savez-vous ?»« Une mère reconnaît une autre femme enceinte de loin, ma fille. Il y a une lueur différente, même quand on souffre. » Carla posa la main sur son ventre encore plat, les larmes coulant maintenant librement. « Je le suis. De 3 mois. C'est de Julien. Je l'ai découvert après que tout soit arrivé. C'est pour ça que je suis venu. Pas pour te demander de revenir vers moi.
Je sais que ça n'arrivera jamais, mais il mérite de savoir qu'il va être père. » Le silence qui suivit fut lourd. Julien regarda Nina qui hocha la tête, l'encourageant à faire ce qu'il jugeait juste. Il regarda ses parents, qu'il observait avec cette sagesse silencieuse de ceux qui ont beaucoup vécu et savent que la vie est rarement simple. « Entre, » dit-il en ouvrant complètement la porte. « On va discuter. » Carla hésita mais finit par entrer. Elle s'assit sur la chaise que Madame Élise lui offrit, accepta le verre d'eau que Monsieur Antoine lui apporta. Et là, dans ce salon simple, entourée de gens qu'elle avait profondément blessés, elle raconta tout. Elle parla de la thérapie qu'elle suivait, de comment elle avait utilisé l'argent qui lui restait pour dédommager les parents de Julien, de comment elle essayait de reconstruire sa vie à partir de zéro. « Je n'attends pas que vous me pardonniez, » termina-t-elle. « Je n'attends pas que vous me laissiez faire partie de votre vie. Mais si vous le permettez, j'aimerais que mon enfant connaisse ses grands-parents. Il n'a pas besoin d'avoir de contact avec moi, je comprends. Mais cet enfant est innocent. Il n'est pas coupable de mes erreurs. » Ce fut Madame Élise qui répondit, avec cette sagesse qui ne vient qu'avec les années. « Un enfant, c'est une bénédiction, ma fille. Peu importe d'où il vient, peu importe les circonstances de sa naissance. Et chaque enfant mérite d'avoir une famille, des racines, de l'amour. Si tu as vraiment changé, si tu essaies vraiment d'être une meilleure personne, on peut te donner une chance. Pas pour toi, mais pour ce bébé. » Julien regarda sa mère, surpris. « Maman, tu es sûre ? Mon fils, je t'ai appris à croire aux secondes chances. Ce serait hypocrite de ma part de ne pas pratiquer ce que je prêche. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est si on apprend de ses erreurs et si on essaie de faire différemment. » Les mois qui suivirent furent faits d'ajustements, d'apprentissage, de guérison. Carla tint parole. Elle suivit sa thérapie, paya tous les dédommagements, déménagea dans un appartement simple et commença à travailler comme consultante indépendante. Julien garda ses distances, mais était présent pour tout ce qui concernait le bébé. Nina, avec une générosité qui impressionnait tout le monde, ne montra ni jalousie ni insécurité. Elle comprenait que cet enfant faisait partie de la vie de Julien et elle aimait Julien suffisamment pour accepter toute son histoire. Quand le bébé naquit, un petit garçon en bonne santé qui reçut le nom d'Antoine. En hommage à son grand-père, Madame Élise et Monsieur Antoine étaient là à l'hôpital. Ils prirent le petit dans leurs bras avec cet amour infini que seuls les grands-parents ont, et Julien vit sur le visage de ses parents un bonheur qui faisait que tout en valait la peine. L'histoire de Julien devint connue dans toute la région, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il était impossible de cacher l'impact qu'il avait. Des journalistes vinrent de diverses régions du pays pour raconter l'histoire de l'entrepreneur qui avait trouvé ses parents à la rue et avait décidé de changer complètement de vie. Ils écrivirent des articles, firent des documentaires, utilisèrent son histoire comme exemple de rédemption et de transformation. Mais Julien ne se laissa pas emporter par la célébrité. Il resta simple, resta concentré sur ce qui comptait vraiment. Tous les dimanches, il déjeunait chez ses parents avec Nina à ses côtés et le petit Antoine dans les bras. La maison était toujours pleine de monde. Des voisins qui venaient prendre le café, des entrepreneurs qui cherchèrent des conseils, des enfants qui jouaient dans le jardin. Et ce fut lors d'un de ces dimanches, en regardant autour de lui et en voyant tout cela, que Julien comprit enfin le sens du mot « succès ». Il ne s'agissait pas de savoir combien d'argent on avait à la banque. Il ne s'agissait pas du nombre de voitures de luxe qu'on conduisait ou du nombre de magazines dans lesquels on apparaissait. Le succès, c'était ça, être entouré de gens qu'on aime et qui vous aiment en retour. C'était de pouvoir aider les autres à réaliser leurs rêves. C'était d'avoir le cœur en paix en posant la tête sur l'oreiller. C'était de regarder son propre reflet dans le miroir et d'aimer la personne qu'on y voyait. Monsieur Antoine, assis dans le fauteuil à bascule, qui avait maintenant une place d'honneur sur la terrasse, observait son fils avec fierté. « Tu as trouvé ton chemin, mon garçon. Le chemin qu'on a toujours su que tu trouverais tôt ou tard. Je l'ai trouvé, papa. Et c'est grâce à vous. Si je ne vous avais pas trouvé ce jour-là sous la pluie, je serais resté perdu. Cette pluie m'a lavé, m'a purifié de tout ce qui était faux. Et elle m'a ramené à la maison. » Madame Élise sourit, caressant la tête du petit-fils qui dormait sur ses genoux. « Tu as toujours été à la maison, mon fils. Tu avais juste besoin de réaliser où se trouve vraiment la maison. Et la maison, ce n'est pas un lieu, c'est un sentiment. C'est là où il y a de l'amour, de la vérité, des racines. Et les racines, c'était exactement ce que Julien avait trouvé. Des racines qui le maintenaient fermement, qui le nourrissaient, qui lui donnaient la force de grandir vraiment. Des racines qu'il n'allait plus jamais abandonner.
Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Julien, Madame Élise et Monsieur Antoine a touché votre cœur. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour nous retrouver. Nous avons besoin de tomber pour apprendre à nous relever. Nous avons besoin de tout perdre pour découvrir ce qui vaut vraiment la peine. Si cette histoire vous a fait réfléchir à vos propres racines, aux personnes que vous aimez et que vous négligez peut-être, alors elle a atteint son but. Laissez-nous savoir dans les commentaires quelle partie de l'histoire vous a le plus ému. Partagez vos propres expériences de retrouvailles et de transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus d'histoires qui vous feront réfléchir, ressentir et croire en la force de l'amour et de la famille. Cliquez sur j'aime si cette histoire vous a touché et préparez déjà votre cœur pour la prochaine, car ici, chaque jour, une nouvelle histoire vous attend pour changer votre journée. Je vous attends dans les commentaires et dans la prochaine histoire.